La solitude, un mot qui résonne comme un écho dans une pièce vide. Pour beaucoup, elle signifie douleur, vide, sentiment d'être coupé du monde. Mais pour Carl Jung, l'un des psychologues les plus influents du XXe siècle, la solitude n'était pas simplement un problème à résoudre. Il la voyait comme un seuil, non pas un simple manque, mais une invitation. Pour Jung, la solitude n'était pas seulement l'absence d'autrui, mais la présence de quelque chose de plus profond, qui attend d'émerger. Avant d'explorer les approches uniques de Jung, il faut reconnaître une vérité simple. La solitude est universelle. Tout le monde la connaît. Être assis dans une salle pleine et pourtant se sentir invisible. Parler avec d'autres, mais ne percevoir aucun véritable lien. Ou ce moment tard dans la nuit, quand le silence t'enveloppe et qu'une vague d'étrangeté intérieure t'envahit. La société nous dit « la solitude est une faiblesse, un défaut, quelque chose à fuir à tout prix ». Mais Jung voyait les choses autrement. Il comprenait que la solitude ne signifie pas toujours qu'il manque quelqu'un dans ta vie. Bien plus souvent, elle signifie qu'il manque une partie de toi-même. Voilà l'idée essentielle. Nous craignons la solitude car nous croyons qu'elle signale l'isolement. Mais Jung dirait « ce n'est pas l'isolement, c'est un appel vers l'intérieur ». Dans sa pratique clinique, Jung observait sans cesse combien les individus vivaient dans une fragmentation intérieure. Il cherchait reconnaissance, relation, distraction, mais au fond, ils évitaient de se confronter à leur véritable moi. La solitude, disait-il, est ce moment où l'inconscient remonte à la surface. Quand le monde extérieur se tait, ce que nous avons ignoré commence à parler. Désirs refoulés, peurs inavouées, nostalgies oubliées. Au lieu de réprimer la solitude ou de la noyer sous les distractions, Jung suggérait de l'écouter, car elle porte un message. Il rappelait que l'être humain n'est pas seulement un être social, mais aussi un être profondément individuel. Et cet être individuel exige d'être entendu. Voici donc la première leçon. La solitude n'est pas un trou vide qu'il faut remplir. C'est un miroir. Elle t'oblige à te regarder en face, même si tu en as peur. La plupart des gens fuient ce miroir. Ils font défiler sans fin leurs écrans, s'enferment dans des relations superficielles ou se noient dans le travail. Tout cela pour éviter d'être seuls avec eux-mêmes. Mais Jung dirait, c'est précisément là que commence le vrai voyage. Car ce n'est qu'en solitude que l'inconscient peut nous atteindre. Et si nous avons le courage d'écouter, la solitude cesse d'être un poids et devient un seuil. Elle devient une porte qui nous mène vers notre moi profond. Pense-y. Peut-être as-tu déjà ressenti ce vide étrange, même entouré d'autres personnes. Cette douleur subtile qu'aucune conversation ne semble apaiser. Jung dirait « Ne t'enfuis pas tout de suite. Reste. Écoute. Derrière ce silence ne se trouve pas le néant, mais un royaume caché qui n'appartient qu'à toi. » Voilà ce qui rend la perspective de Jung si unique. Alors que la culture moderne définit la solitude comme une maladie à guérir, lui la voyait comme une initiation, une invitation à rencontrer ton véritable soi, non pas comme une idée abstraite, mais comme une réalité vivante. C'est ici que notre voyage commence. La solitude comme miroir, comme seuil, comme voie de l'inconscient. Dans la prochaine partie, nous explorerons comment Jung reliait la solitude aux archétypes et à l'ombre. Et pourquoi cette expérience n'est pas seulement personnelle, mais fait partie d'un voyage humain ancien vers la transformation. Pour Carl Jung, la solitude n'était pas un accident malheureux, ni une simple faiblesse humaine. Elle était l'expression visible d'un processus psychique plus profond. Être seul ne signifiait pas seulement manquer de compagnie,
mais être convoqué à franchir une étape de ce qu'il appelait l'individuation, le chemin par lequel une personne devient entière, unique et véritablement elle-même. Et sur ce chemin, la solitude joue un rôle central. Jung pensait que, dans les moments de solitude, quelque chose d'archétypique s'éveille en nous. Les archétypes sont des images et des motifs universels qui résident dans l'inconscient collectif, partagé par toute l'humanité. On les retrouve dans les mythes, les contes, les religions, les rêves. Lorsque tu ressens la solitude, tu ne vis pas seulement ta situation personnelle, tu entres aussi dans une image ancestrale, celle du voyageur, de l'exilé, du héros qui part en quête. Rappelle-toi les récits mythologiques. Le héros quitte son village, s'enfonce dans la forêt ou le désert, affronte seul les épreuves. Sa solitude n'est pas une coïncidence, mais une étape nécessaire de sa transformation. Jung dirait que chacun de nous vit, à sa manière, ce même parcours. La solitude n'est pas seulement un vide, elle est une porte archétypique vers le changement. Une rencontre essentielle sur ce chemin est celle avec ce que Jung appelait l'ombre. L'ombre contient tout ce que nous ne voulons pas voir de nous-mêmes. Désirs refoulés, faiblesses niées, blessures enfouies. Dans la vie quotidienne, nous couvrons souvent ces aspects par des rôles, du bruit, des occupations. Mais dans la solitude, toutes les distractions s'effacent. L'ombre émerge. Voilà pourquoi la solitude est parfois si douloureuse. Ce n'est pas seulement l'absence des autres, c'est la présence de tout ce que nous avons tenté de fuir. Regrets, envie, culpabilité, aspirations jamais réalisées. Jung insistait, l'ombre n'est pas mauvaise, elle est une partie de toi. Et dès que tu la reconnais, tu fais le premier pas vers la totalité. La société nous répète, ne reste pas seul trop longtemps. Occupe-toi, divertis-toi, entoure-toi. Mais Jung n'était pas d'accord. Il savait que seuls ceux qui acceptent d'affronter leur ombre peuvent découvrir le sens caché de la solitude. Imagine une personne qui se sent continuellement seule, même au cœur d'une relation. Jung lui dirait « Ton inconscient t'appelle ». Peut-être as-tu étouffé des forces créatives qui veulent s'exprimer. Peut-être caches-tu des aspects authentiques de toi-même, juste pour plaire ou pour être accepté. La solitude devient alors le signal que ces parties frappent à la porte, demandant à être intégrées. Du point de vue archétypique, tu es comme le voyageur qui pénètre dans l'inconnu. Pas pour y rester perdu, mais pour découvrir sa véritable maison intérieure. La solitude est le seuil où commence ce voyage, et l'ombre t'y attend. Et voici le paradoxe. En affrontant ton ombre dans la solitude, tu ne deviens pas plus faible, mais plus fort. Tu réalises « Je suis plus que ce que je croyais ». La solitude cesse d'être une punition. Elle devient un rite d'initiation. Pour Jung, la solitude n'était donc jamais uniquement destructrice. Elle était nécessaire. Sans la confrontation avec l'ombre, l'homme reste superficiel, dépendant du regard des autres, prisonnier des masques. Mais celui qui ose entrer dans sa solitude enlève ses masques et commence à voir son vrai visage. Voilà la deuxième grande leçon. La solitude n'est pas seulement une épreuve personnelle. Elle est un processus archétypique. Elle est l'appel de l'inconscient qui t'oblige à affronter ton ombre. Et si tu acceptes cet appel, ce qui te paraissait douleur devient un chemin de transformation. Dans la prochaine partie, nous découvrirons comment Jung voyait les symboles et les rêves comme la véritable langue de la solitude et comment apprendre à les écouter peut transformer l'isolement en un dialogue avec les profondeurs de toi-même. Quand nous sommes seuls, quelque chose d'étrange se produit. Le monde extérieur s'éteint et le monde intérieur commence à parler.
Carl Jung avait observé que c'est souvent dans les moments de solitude que les rêves deviennent plus vifs, que les symboles se multiplient, que l'inconscient se fait sentir avec une intensité inhabituelle. Pour lui, ce n'était pas une coïncidence, mais une nécessité intérieure. Car lorsqu'il n'y a plus de bruit, plus de distraction, l'esprit se retourne vers l'intérieur. Et à l'intérieur, la psyché ne parle pas avec des arguments logiques ni des raisonnements clairs. Elle parle en images, les rêves, les visions, les symboles. Voilà le langage de l'âme. La solitude n'est donc pas un silence vide. Elle est remplie de voix. Nous devons seulement apprendre à les entendre. Jung appelait cela le langage symbolique de la psyché. Ce ne sont pas de simples fantasmes, mais des messages. Par exemple, si pendant une période de solitude, quelqu'un rêve d'une maison fermée à clé, Jung n'y verrait pas un non-sens, mais un signe. Cette personne n'est pas encore entrée dans sa propre maison intérieure. Si elle rêve de routes sans fin, cela pourrait être l'expression d'un besoin de direction, d'orientation. La plupart des gens balaient ces images d'un revers de main. Mais Jung insistait. Elles sont importantes. Ce sont des balises. Et en période de solitude, elles agissent comme des repères lumineux qui nous guident dans l'obscurité. C'est ici qu'entrent en jeu ces concepts d'anima et d'animus. Jung pensait que chaque homme porte en lui une image intérieure du féminin, l'anima, et que chaque femme porte en elle une image intérieure du masculin, l'animus. Dans la solitude, ces figures apparaissent souvent. Des hommes rêvent de femmes mystérieuses, des femmes de sages masculins ou d'étrangers bienveillants. Jung voyait en eux non pas de simples personnages, mais des aspects de l'âme qui cherchent à nous guider. Imagine une personne qui se sent abandonnée et rêve d'un guide qui la conduit à travers un labyrinthe. Jung dirait « c'est son anima ou son animus qui se manifeste pour l'accompagner ». Si tu apprends à dialoguer avec ces figures, tu découvres que tu n'es pas complètement seul. Ton inconscient devient ton compagnon. Des symboles apparaissent également de façon spontanée. Beaucoup de personnes en période de solitude dessinent sans cesse les mêmes formes, cercles, spirales, mandalas. Jung les reconnaissait comme des archétypes du soi. Ils symbolisent l'unité, l'ordre, la guérison. Par eux, l'inconscient murmure. Même si tu te sens brisé, il existe en toi un centre qui reste intact. La solitude devient alors un sanctuaire, non pas une pièce froide et vide, mais un temple où ces symboles se révèlent. Mais, et c'est essentiel, il faut savoir les regarder. Si tu les ignores, la solitude reste un brouillard. Si tu leur prêtes attention, elle devient une boussole. C'est pourquoi Jung encourageait ses patients à écrire leurs rêves, à dessiner leurs symboles, à contempler les images qui surgissaient sans les juger. Il les comparait à des graines. Tu ne les comprends pas toujours immédiatement, mais avec le temps, elles développent leur sens. Et souvent, elles montrent exactement ce qui te manque dans ta vie consciente. Un cas marquant. Une patiente de Jung souffrait d'une solitude profonde. Dans ses rêves et ses dessins, un mandala revenait sans cesse. Jung l'encouragea à le reproduire, à travailler avec lui. Peu à peu, elle retrouva un sentiment de cohérence intérieure. Sa solitude ne disparut pas, mais elle ne fut plus vide. Elle devint porteuse de sens. Voilà la troisième leçon. La solitude parle. Elle parle en symboles, en rêves, en images. Si tu as le courage de l'écouter, ce qui semblait un vide devient un dialogue. Tu n'es pas abandonné, tu es en chemin, accompagné par les figures et la sagesse qui émergent de ton inconscient. Dans la prochaine partie,
nous verrons comment Jung reliait la solitude à l'individuation et pourquoi la capacité à être seul est, paradoxalement, la base même de toute véritable relation aux autres. Carl Jung affirmait souvent « Celui qui n'a pas appris à être seul ne pourra jamais vraiment être avec les autres ». Cette phrase peut sembler paradoxale, voire choquante. Pourtant, lorsqu'on la regarde de près, elle révèle une vérité profonde. La plupart des gens ne recherchent pas la compagnie par liberté, mais par peur. Ils craignent le silence. Ils redoutent le vide d'être seuls avec eux-mêmes. Alors, ils se précipitent dans des relations, des amitiés, des distractions. Mais ces liens sont souvent fragiles, car ils naissent non pas de la force intérieure, mais de la fuite. Jung observait encore et encore, dans sa pratique clinique, combien ceux qui ne supportaient pas la solitude tombaient dans des relations de dépendance. Ils cherchaient chez l'autre ce qu'ils n'avaient pas trouvé en eux-mêmes. Le résultat, des relations lourdes d'attentes, d'exigences, de déceptions. Au lieu d'une rencontre authentique, il y a un marché implicite. Donne-moi ce qui me manque. Mais personne ne peut combler ce vide intérieur. Le cycle se répète donc. Proximité, déception, vide. Jung proposait une vision radicalement différente. Le processus d'individuation, c'est-à-dire le chemin par lequel l'homme ou la femme devient un être entier, unique, en intégrant toutes les parties de son psychisme. Et la solitude, loin d'être un obstacle, est au cœur de ce processus, car ce n'est qu'en silence, quand les voix des autres s'éteignent, que tu peux entendre la tienne. La solitude agit comme un laboratoire. Elle t'oblige à explorer tes propres ressources. Dans ces moments, tu découvres peut-être les valeurs qui comptent réellement pour toi. Tu peux réveiller des forces créatives, longtemps étouffées. Tu vois aussi les masques que tu as portés seulement pour être accepté. Jung aurait dit « Ce sont ces découvertes qui forment les briques de ton vrai moi. » Et voici le point de bascule. Une fois que tu sais être avec toi-même, tu n'as plus besoin des autres comme échappatoire. Tu les rencontres par choix, non par manque. Tu ne demandes plus qu'ils comblent ton vide. Tu partages avec eux ta richesse intérieure. La dépendance devient relation. La peur se transforme en intimité véritable. Jung appelait cela une vérité paradoxale. Seuls ceux qui savent être seuls peuvent vraiment être avec les autres, parce qu'ils ne projettent plus sur autrui ce qu'ils n'ont pas. Ils apportent quelque chose à la relation au lieu de prendre, et la différence est immense. Imagine deux personnes. La première est terrorisée par la solitude. Elle saute de relation en relation, cherche sans cesse validation et sécurité. Mais parce qu'elle est intérieurement fragile, elle est vite déçue et s'accroche d'autant plus fort. La seconde a appris à vivre la solitude. Elle connaît son silence, son ombre, ses images intérieures. Quand elle s'engage avec autrui, ce n'est pas par besoin, mais par choix. Elle est libre. Et cette liberté, les autres la ressentent. Jung voyait là le secret d'une véritable connexion. Seul celui qui a affronté son intériorité peut vraiment voir l'autre, non pas comme un miroir de ses propres manques, mais tel qu'il est. Voilà la quatrième grande leçon. La solitude n'est pas un défaut. Elle est une préparation. Elle ne rend pas asocial. Elle rend capable de vraie proximité. Elle transforme la dépendance en liberté, la superficialité en profondeur. Alors si tu traverses aujourd'hui une période de solitude, demande-toi, est-ce vraiment seulement un manque ou bien une opportunité de découvrir tes propres ressources? La réponse que tu trouveras là déterminera non seulement ta relation à toi-même, mais aussi ta relation aux autres. Dans la dernière partie, nous verrons comment Jung comprenait la transformation de la solitude
non pas seulement la supporter, mais l'intégrer, pour en faire une source de créativité, de sens, et même de profondeur spirituelle. Nous avons vu comment Jung comprenait la solitude, comme un miroir, un seuil, une rencontre avec l'ombre, un langage de symboles et un chemin vers l'individuation. Tout cela nous mène à une dernière idée essentielle. La solitude peut être transformée. Elle n'a pas à rester un poids. Elle peut devenir une source, non plus le vide, mais la plénitude. Jung croyait que lorsqu'on accepte la solitude, elle libère une énergie créatrice extraordinaire. Pourquoi ? Parce que dans le silence, un espace s'ouvre. Dans ce vide apparent, des idées, des images, des élans surgissent que le bruit quotidien étouffe. Beaucoup de ces patients racontaient que leurs plus grands élans créatifs naissaient précisément dans leurs moments les plus solitaires. Ils se mettaient à peindre, écrire, composer, explorer des talents qu'ils avaient refoulés. Pour Jung, ce n'était pas un hasard. C'était le soi qui, enfin, trouvait un canal pour s'exprimer. Voilà le don de la solitude. Elle est un terrain fertile. Si tu cesses de la combattre, elle devient une source d'inspiration. Peut-être découvres-tu l'art, la musique, l'écriture. Peut-être inventes-tu de nouvelles formes d'expression. Chaque acte créatif n'est pas seulement une contribution au monde, mais aussi une guérison intérieure. Ce qui vivait en toi comme une douleur diffuse prend forme, couleur, son. Et dans cette expression, quelque chose en toi s'apaise. Mais Jung allait encore plus loin. Il voyait dans la solitude une dimension spirituelle. Ceux qui supportent le silence témoignent souvent d'une rencontre avec quelque chose de plus grand qu'eux, un sentiment de lien avec l'inconscient collectif, avec le divin, ou avec un sens qui dépasse l'individu. La solitude devient alors une porte. En la franchissant, on peut toucher une profondeur inaccessible dans le tumulte des relations et des distractions. Cela ne signifie pas que la solitude disparaît. Elle demeure, mais sa nature change. Elle n'est plus redoutée, mais respectée. Elle n'est plus un ennemi, mais un maître. Intégrer la solitude dans la vie quotidienne implique donc deux choses. D'abord, créer volontairement des espaces de retrait, non pas comme une punition, mais comme une pratique. Ensuite, honorer les rêves, les symboles et les élans créatifs qui émergent de ces moments. Écrire ses rêves, dessiner les images qui surgissent, accorder du temps au silence, pratiquer la méditation, la prière, ou simplement marcher seul pour se relier à son centre. Jung aurait affirmé « La solitude n'est pas l'opposé de la connexion. Elle en est le fondement. Seul celui qui a appris à rester avec lui-même peut rencontrer l'autre en vérité. Parce qu'il ne cherche plus chez autrui un moyen de fuir. Il rencontre l'autre en tant qu'être entier. Peut-être ressens-tu aujourd'hui le poids de la solitude. Peut-être cherches-tu désespérément une issue. Mais Jung t'inviterait à faire une pause, à cesser de courir, à demander « Que veut me dire cette solitude ? Quel message se cache derrière ce silence ?» Sa réponse était claire. Derrière la douleur se trouve une invitation, celle de devenir toi-même. Voilà la 5e et dernière leçon. La solitude n'est pas un vide à combler. Elle est une source à laquelle tu peux boire, si tu en as le courage. Elle est un lieu où le soi s'exprime, un espace où naissent la créativité, le sens et la profondeur spirituelle. Ainsi, le cercle se referme. Ce que nous redoutons peut devenir notre plus grand enseignant. Ce que nous fuyons peut se révéler notre plus grand trésor. Jung nous a montré que naviguer dans la solitude ne consiste pas à l'éviter, mais à la transformer.
et c'est là que réside sa véritable puissance.